Salut l'équipe, la NBA c'est un petit peu comme le film Un jour sans fin. Les grandes performances ne se terminent jamais. Et hier soir on a encore assisté à bon nombre de performances incroyables. Et donc pour débriefer tout ça, il me fallait forcément une équipe de choc avec à ma droite et à ma gauche, Nico et Steph. Comment ça va messieurs? Salut Erwan, en pleine forme. En pleine forme? Très bien, On merci. a passé un bon week-end? Oui, très bon. C'est un bon week-end, bon, un petit peu triste quand même. J'aurais pu Lucas avant décembre, donc je suis un peu triste. Ouais, mais on a quand même vu encore des performances de très très haut niveau. Hein. Dans ces playoffs-là. Décembre. Décembre, au mieux. Décembre, février, hein, plutôt. On va laisser cette saison se terminer. On verra quand est-ce que la prochaine va commencer. Une émission un peu plus longue que d'habitude pour ce lundi, puisqu'on va forcément revenir sur le match 6 incroyable entre les Nuggets et le Jazz. Et ce match 7, on aura le premier match 7 de cette bulle. On reviendra sur le premier match aussi entre les Boston Celtics et les Toronto Raptors, où les Celtics nous ont fait forte impression. Et on reviendra évidemment, Steph, sur la fin de saison des Mavs, qui donc coïncide avec la qualification des Clippers. Ça s'est passé hier soir, malgré un énorme Luka Doncic. Les Mavs sont éliminés et donc fin de saison. Avant de commencer, messieurs, on a forcément une pensée. On est tous des trentenaires, bientôt, même un quarantenaire pour Steph, bientôt pour moi. Nico, tu as encore un petit peu de temps. Mais forcément, quand on parle de Clifford Robinson, c'est notre génération, ça nous parle. Messieurs, un mot sur cette disparition, un petit peu trop rapide encore une fois. Nico? 53 ans. 53 ans. 53 ans, moi, comme j'ai passé du temps à Portland, j'ai eu la chance de le rencontrer quelques fois. Et ouais, c'est quelqu'un vraiment de très très gentil. C'est vrai que ça faisait un peu brut, surtout au début, ces jeunes années à Portland. C'était un peu aussi le jeu qu'avaient aussi les Blazers, mais c'était quelqu'un vraiment de très très gentil. Et ouais, choqué. Encore une fois, attristé, parce que c'est un peu le créneau de l'année, j'ai l'impression. Mais ouais, c'est une grosse perte pour tout le monde. Ouais, les Blazers qui sont pas mal touchés hein, depuis ces dernières années. On pense à Ces générations, Maurice Lucas, surtout, à oui. Kevin Duckworth, à Jerome Kersey, Kersey, ouais. maintenant Clifford Robinson. Steph, toi, quel souvenir tu as de ce joueur? Les souvenirs, la nuit, hein, les finales NBA face aux Bulls de Chicago, cet ailier fort un petit peu moderne avant l'heure, parce qu'il était souvent au large, 4, très athlétique, avec son petit bandeau. C'était rare à l'époque de voir un mec avec un bandana. Non, Bandeau, respectons. Bandana, ok. Mais non, c'est un mec qui m'a fait kiffer. Oui, on est forcément triste de voir parce que ça nous rappelle notre enfance et puis ça nous met aussi face à la vie. J'ai envie de te dire que le temps passe quand tu vois des mecs comme ça que tu as vu sur le terrain partir. Moi qui suis un petit peu, je suis pas un fan de. C'est ma phobie un peu la mort. Donc voir ces garçons-là partir, ça me met un petit coup de blues. Voilà. On voulait commencer cette émission forcément en disant un mot sur ce joueur qui a été sixième homme, élu meilleur sixième homme en 93 et qui était All-Star. Ouais. Et puis qui a participé aussi un peu à la renaissance de Suns de Phoenix. Ah bah oui, cette espèce de run fin 80, début 90, il en faisait clairement partie. C'est un joueur qui a fait des saisons comme titulaire en poste 3, titulaire en poste 4, titulaire en poste 5, avec les Suns notamment. Il a été All-Star quand il était à Phoenix en jouant poste 5. Voilà, donc un joueur complet et évidemment, on salue sa mémoire et on pense à ses proches. On enchaîne, pas facile, mais avec cette série incroyable, la série peut-être la plus incroyable de ce premier tour des playoffs entre le Jazz et les Nuggets. On pensait les Nuggets morts après le match 4, menés 3-1, après 2 prestations assez dramatiques. Il n'en est rien, parce que chez les Nuggets, messieurs, il y a un joueur qui s'appelle Jamal Murray et qui se livre un duel avec Donovan Mitchell. Avant qu'on aille dans le détail de ça, est-ce qu'on a un souvenir d'un duel aussi incroyable entre deux joueurs avec des chiffres aussi élevés? Oui, il y a eu Philly-Toronto en 2001. Quand ici, il y avait Iverson et Carter qui s'étaient rentrés dedans. C'était sur 7 matchs aussi. 7 matchs, ouais. 7 matchs aussi où Iverson en fait 2 à 50, justement. Je crois que c'était le dernier avant que ces deux-là le fassent. Carter en fait 1, mais c'était toujours entre 50. Le lendemain, il en met 45. Après, il en met 50. Lui, il en met 53. Et ainsi Il n'y a de que suite. sur le dernier match où les deux avaient été plutôt bien musclés. Mais Iverson, je crois, fait son record de passe d'ess. Le match 7. C'est le fameux match où Carter était parti faire sa graduation à North Carolina. le matin. Et il a eu le tir de la gagne. Exact. Mais c'est la dernière série, je pense, où il y a 2 mecs qui sont vraiment tirés la bourre à ce moment-là. Ouais. Steph, tu t'éclates à voir comme ça un duel. Alors, je sais que toi, tu es plus dans le sport, dans le collectif. Tu aimes bien quand on se passe base, mais là, on voit quand même. On est obligé de sortir de cette série ces deux gars-là qui sont quasiment sur le même poste et qui se livrent un duel incroyable. Oui. Alors c'est pas ma tasse de thé, mais j'admire ces mecs-là. Beaucoup d'ISO. Hier, on a vu Jamal Murray vouloir faire des ISO sur Donovan Mitchell et lui mettre des museaux. Donovan Mitchell vouloir répondre. J'aimais bien Jamal Murray. Je savais qu'il avait ses qualités de scoring, mais je pensais pas, très honnêtement, qu'il soit capable d'aller aussi haut. On l'a vu faire des performances.
aussi régulièrement faire des cartons offensifs comme ça dans des matchs en jeu, parce que là on n'est pas au mois de décembre dans un vieux match de saison régulière, sur des matchs en jeu, quand ton équipe est menée 3-1, capable de ramener, quasi, alors pas lui tout seul parce qu'il y a d'autres garçons autour, mais en grande partie à 3-3 pour décrocher un match 7, ça classe le bonhomme, et je crois qu'il est en train de grandir dans la hiérarchie des meneurs de jeu. Alors je sais que toi tu n'aimes pas avoir joué meneur de jeu parce que pour toi c'est plus un arrière-scoreur comme Donovan Mitchell, mais c'est un joueur exceptionnel que j'ai toujours bien aimé. Je reste persuadé que pour aller plus haut, il va falloir lui mettre un meneur. Ou en tout cas, c'est vrai que là, hier, on a vu le retour de Gary Harris. Oui. Et c'est vrai que quand tu as un mec à côté qui est un peu plus temporisé, ça l'aide. Voilà, leur meneur, il est inside. Hein. C'est Jokic. Jokic. Hein. Ouais. C'est le big man, le meneur. C'est 9 passes, meilleur passeur de l'équipe hier encore. C'est vrai qu'on le voit même souvent monter la balle. Arrières. Ils n'ont pas besoin d'un vrai meneur de jeu. Ils en ont un déjà à l'intérieur. C'est pour ça que je joue avec 2 arrières. Mais c'est fort. Hein. Est-ce que c'est le meilleur joueur canadien? De l'histoire? Non, pas d'histoire. Actuel. Actuel. Ah bah oui. Bah oui, là, oui. Très bien. Après, t'as Wiggins, t'as Shea, t'as... des bons joueurs, quand même. Oui, c'est des bons joueurs, mais oui, là... Lui, il est passé, gros. En ce moment, poser la question. Et l'équipe du Canada, j'aimerais bien les voir au complet un jour dans une compétition internationale, ce serait sympa. C'était prévu cet été. Ouais. Apparemment, mais bon. On va rester sur cette série-là avant de parler de l'équipe du Canada. On assiste, les gars, à un duel historique. On va le voir tout à l'heure avec les stats. Mais là, on va s'attarder sur Jamal Murray. 50 points, on le voit dans la défaite. On voit 42 points dans une victoire. 50 points dans une victoire. Et elles sont importantes. Et elles sont importantes. Elles sont importantes, les 2 dernières victoires, puisque le Jazz menait quand même 3 victoires à 1. Que les 2 dernières défaites de Denver, on avait quand même une impression visuelle de se dire bon mais c'est terminé, Jokic semblait au bout du rouleau, il n'y avait pas de cohésion, seul Murray semblait surnager, et là il y a eu 2 matchs incroyables. Qu'est-ce qu'il y a eu dans le changement? On a vu aussi Monté Morris être mis dans le 5. Est-ce que tu es surpris de voir ces Nuggets être capables de revenir comme ça sur l'aspect mental? Non, parce que c'est quand même une équipe qui a quand même pas mal d'expérience. Ils sont dans le top 3, top 4 de la conférence Ouest depuis 3 ans maintenant? Ouais. L'année dernière, ils ont quand même connu 2 fois des séries à 7 matchs. C'est ça. Là, ils vont jouer leur 3e match 7 en deux. Je vois contre les Spurs, ils ont été derrière, ils sont revenus. Contre les Blazers, ils ont fait un match à 3 prolongations. Donc, ils ont cette équipe la plus expérimentée récemment avec ce groupe qu'ils ont entre eux dans ces playoffs-là. Donc, non, moi, ça me choque pas qu'ils soient revenus à 3-1. Même à 3-1, j'étais pas forcément confiant pour Utah non plus parce qu'ils ont tellement d'armes. Jokic est là, Murray était chaud, t'as Porter Junior qui monte, ils ont plein de joueurs. Sur le papier, c'est vrai, t'as raison, moi j'étais même surpris de les voir mener 3-1, mais leurs 2 dernières défaites, Steph, on en avait parlé, ils avaient laissé une impression visuelle, ils ont pris 2 roustes, quoi. Ils ont pris 2 roustes, même le body language était catastrophique, Nikola Jokic sur pick and roll, il était honteux, et cette série elle est bizarre parce que ce premier match où Donovan Mitchell met 57 et finalement il s'incline après prolongation, moi dans ma tête je me suis dit, ah putain, tu perds un match après prolongation quand ton meilleur joueur en met 57, ça me paraît compliqué. Je veux dire, tu as loupé le coche et je pense que la dynamique elle est enclenchée différemment. Finalement, Utah a eu une grosse réaction d'orgueil et j'ai vu Denver plonger. Et là, je me suis dit, Denver c'est terminé comme toi. Et je sais pas où ça va se terminer. J'ai l'impression que ce match 7, il peut nous promettre d'énormes choses. Et pourquoi pas un autre mec. On pense à. Je te parlais de Paul Millsap l'autre fois sur des discussions téléphone. Je suis déçu par Paul Millsap. Et toi, tu me dis, mais j'en attends pas énormément de Paul Millsap. C'est quand même un garçon qui, l'année dernière, était bien meilleur que ce qu'il nous propose sur cette campagne de playoff. Après, peut-être pas ou pas, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que Millsap pour Denver et Joe Ingles, parce que Ingles, pareil. Il est struggle, hein. Struggle depuis le match. Je pense que ça va être les 2. Celui qui a le meilleur match des 2 va faire gagner son équipe. De Factor X. Ouais. Celui qui a le meilleur match fait gagner le match. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Je pense qu'ils se sont quand même adaptés, Mike Malone et Quinn Snyder, en disant bon, il nous met 50, l'autre il nous met 50, on va tenter des choses. Mais les mecs continuent à mettre 50. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Je voulais y aller après. Vous êtes coach là. Le match 7 va se jouer. On sait qu'en général, les matchs 7, c'est plutôt des matchs assez fermés. Nico, tu confirmes? Vous êtes coach, qu'est-ce que vous faites? Parce que moi, quand je vois les matchs, on a compris que les 2 mecs étaient sur un nuage. Les 2. Moi, j'en reviens à cette théorie. Je suis peut-être naïf. Et toi qui joues à NBA, j'aimerais que tu m'expliques. Je t'avais déjà posé la question. Quand les mecs sont forts comme ça, balle en main, on le sait, jouer, alors il y a beaucoup d'ISO, tu l'as dit Steph, mais jouer pick and roll, et que le pivot en face fait tout le temps contrôle, et que du coup, ça leur laisse des espaces pour prendre des tirs. Mais c'est ça le problème. Pourquoi à un moment donné, on n'essaye pas de... Alors même si c'est dur et que les mecs sont des bons passeurs et que derrière il y a un spacing incroyable, pourquoi on n'essaie pas de faire une fois de temps en temps, sur un carton, sur quelques séquences, des step-out pour aller trapper et agresser un peu le porteur de balle? Justement, là, tu as les têtes, alors même s'ils sont très forts dans leur domaine,
Ce n'est ni la force de Rudy, ni la force de Jokic de faire ça. Tu peux pas le faire avec Torrey Craig, par exemple, ou Grant si tu joues un peu petit. On peut pas. Donc tu joues sans Rudy et sans Jokic parce que sur des séquences, hein, je te parle sur des séquences. Sur des séquences, mais en fin de match, Murray, c'est hier, c'est 21 points dans le dernier quart-temps. Il était à 29 à la fin du troisième. Donc il met quasiment moitié de ses points dans les 12 dernières minutes. T'es obligé de jouer avec Jokic. Et t'es obligé d'avoir Rudy et Jokic. Et la dernière fois, Mitchell, c'était pareil. Il met une grosse majorité de ses points sur le dernier quart-temps. Donc tu dois avoir Jokic sur le terrain. Mais alors ça, c'est une théorie qui vous appartient parce que à partir du moment où Jokic ne peut pas défendre le pick and roll, que Rudy ne peut pas défendre le pick and roll comme on voudrait parce que Jamal Murray est très fort, notamment sur la création, sur le tir à 3 points. Est-ce que du coup, les avoir sur le terrain en fin de match, quand les deux meilleurs joueurs ne peuvent pas être défendus par ces joueurs-là, est-ce que c'est une bonne idée de les avoir sur le terrain? Est-ce que c'est là où moi, des fois, je suis un peu... Déjà, ça veut dire que tu laisses le rebond. Non, mais il faut faire des choix, Steph. Là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je te parle pas de mecs qui mettent 25 points et qui prennent un coup de chaud dans le troisième quart-temps. On a vu les stats tout à l'heure. Je te parle de mecs, ça fait 6 matchs qui démontent les filets. D'accord, mais moi, ce que j'ai du mal à comprendre, alors on va parler de Rudy. Rudy fait un très petit match hier. C'est pas ses pourcentages habituels. Il gaspille un peu au lancer franc. Il fait pas un bon match. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on a toujours vanté Rudy Gobert comme le mec qui a les meilleurs stats sur les tirs à moitié déviés, pas touchés, mais sur les tirs contestés dans la raquette. Et là, on n'en voit pas Jamal Murray au casse-pipe sur Rudy Gobert. Alors le mec est un mutant à 3 points, mais est-ce qu'il ne serait pas cohérent de monter en surpression sur Jamal Murray pour le forcer un petit peu à driver et l'emmener dans l'autonoir de Rudy Gobert? C'est qu'on voit très peu ça. Déjà, il faut le pousser à droite. Alors, j'ai pas regardé exactement les actions. Là, sur le Dallas, que tu vois, il va quand même pas mal à gauche. Il rejecte à gauche. Après, à ISO, c'est différent, mais Murray veut une chose, c'est aller à gauche. Moi, quand je défense sur lui, c'est vraiment pousser-le à droite. Quand il est en pick and roll, il faut le garder à droite. Alors après, quand tu es en feu comme ça, gauche, droite, arrière, devant, arrière, maintenant, c'est réglé. Maintenant, c'est réglé. Mais si tu veux le refroidir, regarde, il va toujours à gauche. C'est son truc. Rudy trop bas, là. Il va toujours à gauche. Il faut vraiment le garder vers sa main droite, ce mec-là. La moitié des points qu'il met sur pick and roll, c'est quand il part à gauche. Et sur Donovan... Regarde, gauche. Il va toujours à gauche. Et sur Donovan Mitchell, on fait quoi? Parce que là, on a encore vu derrière dans le barco. Moi, le nombre de séquences que j'ai vu, que ce soit Donovan Mitchell ou Jamal Murray, on prend un pick and roll, il y a le contrôle, mais tu le dis, contrôle souvent trop bas. Quand les mecs sont des mutants, le contrôle, il doit être au niveau de la ligne à 3 points. Parce que là, on n'est pas en train de dire qu'on défend sur des joueurs lambda, on est en train de défendre sur 2 mecs très forts de base qui sont sur cette période-là, sur notre planète. Je pense qu'on a le droit de faire 2 pas de plus ou peut-être essayer de tenter des choses un peu différentes. Et ça marche pour Donovan Mitchell aussi. C'est là aussi, je comprends pas forcément des O'Neal ou des trucs comme ça. C'est aux remises en jeu de début de match. Sur dead ball ou pas marqué, tout ça. Tu coupes le direct. Il monte la balle en marchant. Ça veut dire que tu crames Mike Conley. Mike Conley, tu le mets pas dessus. Mais qui? Il met Royce O'Neal et Joe Ingles beaucoup. Parce que là, Royce O'Neal, à un moment donné, faut le mettre sur lui. Faut mettre de la taille. C'est ce qu'il fait, mais il le fait. De la taille, et tu le mets à droite. Donc t'es partisan d'un mec qui est quasiment en bugne à bugne. Limite, tu fais boîte, en fait. Tu coupes, tu l'empêches d'avoir la balle. Moi, à l'époque... Ça existe des boîtes en NBA, bien sûr. Moi, à l'époque, quand j'étais surtout au début chez Blazers, je défendais, on joue Phoenix. McLean m'a dit, Steve Nash, remise en jeu, t'es dessus. Et je devais faire tout le terrain, le faire monter. Bon, c'était Steve Nash, après il y arrivait, mais il fallait faire travailler. Il bosse pas. Tu regardes les actions qu'il met, il bosse pas forcément. Il n'est pas touché, donc il travaille pas. Moi, ces mecs-là, il faut les faire monter dans les tours après. Parce que toi, on parlait d'Iverson. des choses difficiles. On parlait d'Iverson et Carter. Tu regardes la série 2001, je peux dire que c'était des vrais 50 pions, où ils devaient bosser. Là, ils taffent, attention, je ne remets pas le talent en jeu. Il faut les mettre, les 50. Mais il ne les fait pas assez bosser. Confort, ils sont dans leur confort. Non, mais là, on ne remet pas en question le talent de ces mecs. Ah non, pas du tout. À voir, on se régale et c'est des performances historiques. D'ailleurs, on peut le voir avec un tableau. Ils rejoignent des noms plutôt sympas pour avoir mis 50 points plusieurs fois sur une série. Michael Jordan en 88, Iverson, Nico, tu en parlais en 2001, et Steph, même en play-off, marqué plusieurs fois 50 points. Ça reste une perf. On prend les mêmes et on recommence. On peut rajouter Will Chamberlain qui avait fait ça. Donc voilà, ils sont stratosphériques et ils sont déjà rentrés dans l'histoire. Là, on n'est pas en train de tomber sur Jamal Murray et Donovan Mitchell en banalisant ce qu'ils font, pas du tout. On est en train d'essayer d'avoir un aspect un petit peu stratégique, tactique. Et moi, je trouve que oui, mettre Royce O'Neal, mettre de la taille, pourquoi pas, comme en face, ils ont essayé de faire avec Grant sur Donovan Mitchell. Mais si on laisse les mecs monter la balle, comme tu dis, en marchant, et que les mecs, ils ont qu'à appeler un pick and roll pour finalement que l'autre reste dans le pick and roll et que ça change ou qu'il y ait un pseudo-contrôle, à quoi ça sert, en fait? Nous, ce qu'on veut,
c'est que les mecs ils soient au contact et que dans les pick and pass au-dessus et qu'ils soient un peu trappés. Faut le faire plus travailler, quoi. Et je trouve, alors c'est une tendance en NBA, je trouve que les mecs qui défendent sur les pick and roll et qui défendent sur le porteur de balle, ils se font facilement toucher dans le pic en fait. Ils essayent pas alors il y a des très bons poseurs d'écran et Rudy en est un, mais je trouve qu'ils font pas les efforts pour justement toucher l'attaquant et essayer de passer avec lui et contourner l'écran. Ils restent souvent bloqués en disant bon bah je vais reprendre après. Faut sauter dans le ballon après. Je dis ça, je suis assis là alors que je me suis pris des trucs. Oui. Fais attention parce que ça reste quand même le meilleur joueur du monde. Moi je parle de défense, gros. Ça reste le meilleur joueur du monde donné. Ça reste quand même des mecs qui, voilà, c'est les meilleurs au monde. On parle pas de volonté, on parle peut-être de consigne de coach. Non, c'est pas coach. Et à un moment donné, c'était dans une intensité playoff. Moi, j'étais des centaines de fois dans ces situations-là à défendre son meilleur joueur dans les fins de match. Il faut que tu entendes l'annonce. Il faut que tu sois dans le bon timing, il faut sauter au truc parce que les écrans ils sont assez hauts quand même. Oui. Donc du coup, quand tu es assez haut, des fois tu as une hésitation. Je passe en dessous parce que tu peux plus, gros. Les mecs ils tirent 9 mètres maintenant. Mais c'est ça le problème. Donc du coup, tu as une hésitation, du coup tu es pris entre les deux. Tu as cette dizaine d'hésitation que tu te fais, boum, tu te prends une bing derrière, tu te prends Rudy et du coup une Mitchell, tu te prends Rudy dans la hanche. Tu te prends Rudy dans la hanche, je peux dire que Mitchell tu rattrapes pas. Parce qu'il fait un dribble devant, là c'est mort, après il fait son truc, c'est fini. Et là, Murray, maintenant, il est tellement chaud, et quand il va à gauche, oublie. Maintenant, c'est 9 sur 15 ou 9 sur 12, il y aura 3 points. 9 sur 12, Mitchell 9-13. Et puis la fin de match de Jamal Murray. On voit Donovan Mitchell qui tente de faire un petit run, un énorme run d'ailleurs pour revenir, et en face, les réponses à chaque fois. C'est quand même incroyable cette espèce de ping-pong les uns pour les autres, quoi. J'espère pas en tout cas, parce que c'est pas comme ça qu'on est censé mener son équipe, mais on a l'impression que l'un veut répondre à l'autre à chaque fois. Bah, de toute façon, là on est dans un mode playoff basketball, justement, c'est toi contre moi. Et t'as deux mecs qui ont dit ok, maintenant, de toute façon, ça s'est fait avec Luka aussi. Mais même techniquement, Luka et Kawhi, c'est un peu dans le même style. Mais sauf que c'est déjà deux superstars, donc ça choque moins. Ça, tu t'y attends. Personne s'y attend à ça. Pourcentage sur la série. Ils sont à plus de 55% les deux. Et ils en prennent, les cochons. Ils en prennent 15 et 12 par match. Ça, 57%, 55%, c'est... Après, il y a un vrai défaut du côté du Jazz, c'est le banc. On sait que Jordan Clarkson, je suis pas fan de ce garçon, mais ça peut être un mec, tu jettes la pièce en l'air en sortie de banc, il est dans un bon soir, il te met quelques pantons. Hier, il a été très bon sur le début de la série d'ailleurs. Hier, il a en danger. Boyan, il manque Bogdanovic, parce qu'après, tu vas avec le bon Niang, qu'on aime bien, qui doit être un bon soldat dans son équipe. Après, c'est Morgan et Bradley. C'est faible. En face, t'as du Michael Porter Jr., t'as du Gary Harris qui est sorti de banc, t'as Plumlee. Je trouve qu'il y a quand même un meilleur effectif du côté des Nuggets que du côté du Jazz, non? Vous n'êtes pas d'accord? Je suis d'accord. Mais moi, à la base, oui. Alors, le retour de Gary Harris fait énormément de bien. Tu sais que j'aime beaucoup ce garçon. Moi, je trouve que oui, l'effectif est plus profond. L'absence de Bogdanovic est terrible. Il n'empêche que cette équipe des Nuggets, je la trouve up and down. Et j'oublie pas, moi, ces deux matchs-là qui m'ont vraiment laissé une impression catastrophique. Ça me pose justement... ça me donne envie de vous poser cette question. Match 7, le Jazz menait 3-1. Est-ce que les Nuggets peuvent devenir la 12e équipe à revenir d'un 3-1? On sait que la dernière fois que ça s'est passé, c'était en 2016, c'était en finale NBA, et c'était nos amis des Cavs. Donc c'est pas non plus monnaie courante de revenir d'un 3-1. À qui l'avantage? Au Jazz qui ont cramé 2 balles de match, ou aux Nuggets qui restent sur deux beaux matchs? C'est compliqué à jauger. Moi j'ai toujours tendance à dire que l'avantage est à l'équipe qui a la dynamique la plus positive. Aujourd'hui, c'est Denver. Tu l'as dit, t'as gaspillé 2 balles de match. C'est comme un match de tennis. Quand t'as 2 balles de match, tu concrétises pas sur ton service. Ça fait 6-6. Le tie-break, c'est le mec qui a sauvé les 2 balles de match qui est un ascendant positif sur toi. Donc j'ai envie de te dire que Denver a un ascendant psychologique en ayant gagné 2 matchs de suite. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'un gros match de Joe Ingles. Ils ont parlé de Factor X, c'était pas à l'abri de 2-3 filoches avec Samy dans Scooby-Doo, avec sa patte gauche. T'es pas à l'abri d'un mec, t'es pas à l'abri de Jordan Clarkson en sortie de banc qui claque 25. Les matchs 7, c'est toujours un mec que t'attends pas en fait. C'est là où Utah a un avantage par rapport à ça, c'est que s'il en met pas 50 encore, qui prend le relais? Jokic peut en mettre 30, si Mitchell, il n'en mettra pas 50. Si Mitchell ne met pas 50... Non, à Denver. Non, à Denver, ouais. Par contre, si à Utah, il n'y a pas 50, tu as plus d'options, j'ai l'impression. Pour mettre des points. T'as Clarkson. Moi, à Denver, je pense que Michael Porter Jr. peut mettre des points. Il l'a montré. Il l'a montré, mais pas en play-off. Il peut mettre des points. Jokic peut mettre des points. Et puis, le Gary Harris, alors certes, c'est son premier retour. Mais je pense qu'il y a plusieurs mecs qui peuvent mettre 15, 10, 15, 18, plus que côté du Jazz. Tu parlais du banc.
Et là, tu es en train de me dire un peu l'inverse. Non, je te parle de Utah a plus de garçons capables de prendre un petit coup de chaud. Jordan Clarkson peut te mettre 25 points. Je vois pas Jokic peut monter à 30. Oui, mais sur le nombre, je pense que moi, il y a plus d'armes côté Nuggets. Je pense qu'il y a 2-3 mecs qui peuvent mettre Torrey Craig, Gary Harris, Michael Porter Jr. Ça peut mettre entre 10 et 20, voire plus. Alors qu'à Utah, on fait Jordan Clarkson, ok, et qui après? Il y a moins de monde, non? Nyang qui peut t'en mettre 4-5. Nyang, c'est vraiment sur Nyang, c'est dur de. Oui. Ouais, mais s'ils font les. J'ai envie de te dire que Rudy Gobert peut mettre entre 18 et 20 un soir. Si il trappe. Comment il s'appelle? Il se fait trapper Mitchell. C'est là où Nyang, shooter comme il est, peut filocher et en mettre 5 de suite parce qu'il sera de seul ouvert à 3 points. Georges Nyang, c'est un bon signal pour toi, Erwan. T'aurais pu jouer dans la ligue avec ton corps. En plus, je mets dedans, écoute. Tu mets dedans, c'est du pick and pop. T'aurais pu être à la place de Georges Nyang. On va respecter quand même le basket et notre ami Georges Nyang, quand même, qui a trouvé sa place. C'est un mec qui a un parcours assez atypique et qui a su trouver sa place. Donc, messieurs, allez. Voilà, on a fait le tour sur cette série passionnante et on attend avec impatience le match 7. Ça sera le match 7 lundi soir, non? Mardi soir. Mardi. Voilà, on va se faire un petit focus sur les 2 autres matchs parce que hier soir, on a été gâtés. Il y a eu aussi 2 gros autres matchs. Les Raptors face aux Celtics, début de série, et les Clippers face aux Mavs qui, eux, ont terminé la série. C'est tout de suite dans un petit focus. À l'Est, les demi-finales de conférence ont commencé et c'est les Celtics et les Raptors qui ont ouvert le bal. Messieurs, on était plutôt excités à l'idée de ce premier match de la série. Et on va pas se mentir, alors, on a eu une forte impression des Celtics, mais moi, j'ai été un petit peu déçu. Je m'attendais à un match un petit peu plus disputé, Nico. Oui, aussi. Ah, voilà, ça me rassure. Un peu comme tout le monde, mais bon, après, voilà, ça arrive peut-être sur un match de temps en temps, ça passe pas. On va pas s'enflammer là-dessus. Boston est sur une bonne dynamique, très très fort. Toronto aussi, mais bon, Siakam fait pas une grosse première mi-temps. Il a du mal à se mettre dans le match au début. Après, comment ça s'appelle? Je pense qu'il y a beaucoup d'excitation aussi de côté Boston parce que on n'en parle pas trop quand même. On parle beaucoup de Toronto, on parle beaucoup de Miami, on parle beaucoup de Milwaukee. On parle de Boston, mais pas trop, donc du coup... Ça leur va bien. Bah ouais, j'ai l'impression, voilà, Kemba il découvre ça maintenant, tous les jeunes joueurs se lâchent. En fait, ils jouent sans pression, quoi. C'est ça qui est beau avec eux. Ils jouent surtout très bien, c'était faux basket, les Celtics. Oui, ça joue très bien, très près du texte. Dès le début du match, hier, on les a sentis près du texte, ça se passe bien la balle, il n'y a pas de mec, enfin Jason Tatum est un petit peu au-dessus du lot au niveau des tickets shoot, mais les tickets shoot sont bien répartis. Moi, j'ai trouvé Toronto en manque de rythme. Je crois que tous ces jours de repos, ça leur a coupé les pattes, ça leur a coupé leur dynamique. Boston les a beaucoup laissé tirer à 3 points parce qu'ils ont vu d'entrée de jeu qu'ils ne mettaient pas dedans. Ils finissent à 10 sur 40, il me semble. Van Vliet passe au travers. C'est le premier match, je crois, de playoff où il est au travers. Il fait 2 sur 11 au tir. Alors, de manière générale, les Raptors, tu parlais de manque de rythme. 10 sur 40 à 3 points, 25%. Ouais. On dirait mes notes du bac. Donc voilà. Je suis allé au moins, moi. Donc, oui, c'est vrai, t'as été. Donc non, la donne, elle est là. Elle est clairement sur l'adresse, sur le manque de rythme, sur la prise des tirs. Heureusement que Kyle Lowry était là, lui qui était incertain, finalement, la cheville va bien. Alors, le point positif du repos, c'est que ça a pu soigner la cheville de Kyle Lowry. C'est le premier match décevant que je vois des Raptors depuis l'entrée dans la bulle. Nico, tu savais que les Raptors n'ont perdu que 2 fois dans la bulle. Ils sont à 11-0 dans le reste et 0-2 contre eux. Ouais, et 0-2 contre les Raptors. Et j'ai été surpris, moi, des Raptors. Alors, je pense que tu 0-2 contre les Celtics. Contre les Celtics, t'as raison pour dire qu'il leur manquait des cannes, mais je les ai sentis, mais dès le début du match, alors certes, il y a eu quelques coups de sifflet un peu rapides qui cassent le rythme. On sait que c'est une équipe qui aime défendre dur, qui aime toucher un peu ses adversaires. Il y a eu quelques coups de sifflet rapides et on a vu même Nick Nurse très rapidement s'agacer. Et en fait, moi j'ai l'impression que ces Raptors-là ne sont jamais rentrés dans leur match. Là où ils vont avoir un peu de mal, c'est surtout au niveau l'introduction de Marcus Smart dans le 5 est un gros move pour les Celtics. Parce que le backcourt, Lowry, Van Vliet face à Walker, Smart, mais avantage Celtics quand même. Et je pense que ça va être la clé de la série parce qu'après, Marc Gasol, il marque plus autant qu'avant. Siakam, tu peux envoyer quand même du monde sur lui. Et donc, je pense que le backcourt de Boston, s'il continue à prendre le dessus à chaque match dessus, malheureusement, ça peut aller vite. Tu parles de ça peut aller vite. Le front de court, je veux dire. Oui, j'ai l'impression que cette équipe de Boston, elle va prendre de vitesse, cette équipe des Raptors. Ouais. Marc Gasol, j'adore Marc Gasol.
Le problème, c'est qu'en face, il y a Daniel Theis qui fait les traversées de terrain en 3 secondes et demie, et que ce bon Marco Gasolina, la Gasolina, il en manque un petit peu maintenant. Tu peux jouer avec Ibaka en 5. Hein. Ouais, mais Ibaka, Daniel Theis, pour moi, Daniel Theis va plus vite sur les traversées de terrain que Serge Ibaka. J'ai l'impression que. Ah bon? Ouais, c'est mon avis. J'ai l'impression que Daniel Theis est un. Je peux d'accord avec ça. Ouais. C'est un bon. Moi, je me souviens. Il est bien véloce quand même. Oui, il est. Après, sur la course directe. Oui, je pense que Daniel Theis, sur les enchaînements de rebonds, courses, machin, en rebond, transition, changement de direction, remonter, faire l'écran. Oui. Oui. Pour moi, Daniel Theis, c'est au-dessus. Et j'ai l'impression que ça va être la clé de Toronto, c'est s'adapter à cette match-up qui est un petit peu particulière, parce que Daniel Theis n'est pas un vrai big man. Alors, j'ai une stat sur Daniel Theis, il n'est pas un vrai big man, il prend 15 rebonds. Oui. Et c'est son record en carrière en playoff. Ça n'empêche pas d'être un vrai big man. Non, mais tout à fait. Et est-ce que le fait que Daniel Theis prenne 15 rebonds, c'est pas, quand on connaît le secteur intérieur des Raptors, Gasol, Ibaka, Siakam, c'est un peu curieux que Daniel Theis fasse son record de rebonds comme ça. Après, il en prend combien de défensifs aussi? Je peux regarder. Je peux dire ça. Si 15 rebonds, il en a 8 offensifs. Là, 13 défensifs, 2 offensifs. On sait que c'est pas significatif. Luka Doncic a pris des 20 rebonds en prenant 18 rebonds défensifs. Si tous les mecs font les box stats et c'est Daniel Theis qui prend les rebonds. Mais le truc, si Theis prend 13 rebonds défensifs, t'as les Brand et Tatum qui, sur les côtés, qui partent encore dans les ailes, et puis t'as Kemba et Smart qui s'amusent en. Et c'est pour ça que je te dis attention à Toronto de ne pas être pris de vitesse et battu de vitesse sur le rythme up-tempo des Celtics qui peuvent courir partout. Quand c'est un Jason Tatum qui joue poste 4, quoi qu'il arrive, c'est un vrai casse-tête. Et donc Toronto n'a pas forcément l'habitude de jouer ce genre d'équipe-là. Il va falloir s'adapter. On va voir si Nick Nurse, qui a été élu coach de l'année, on va voir si il va pouvoir justement trouver les adaptations nécessaires. Pourquoi pas. Alors, on parlait tout à l'heure sur le duel Jazz-Denver, sortir un Gobert, sortir un Jokic. Pourquoi pas sortir un Marc Gasol du 5 de départ et démarrer avec Serge Ibaka, qui est un peu plus véloce que la Gasolina? Je suis d'accord. Tu peux même faire petit avec Siakam en 5 et Anunoby en 4. Aussi, bien sûr. Et là, tu peux vraiment te. Et tu mets Powell dans Norman Powell. Ouais, Norman Powell. D'accord. Après, j'ai quand même l'impression, et ça n'enlève rien à l'énorme impression visuelle que m'ont laissé les Celtics hier, très très adroit. Et Marcus Smart, je trouve qu'il amène. Alors, il a été adroit hier, mais en plus de ça, défensivement, il pose des problèmes à Van Vliet et Laurie. Et ça fait longtemps que j'ai pas vu des gens poser autant de problèmes à Van Vliet et Laurie. Défensivement, c'est peut-être l'un, si ce n'est le meilleur garde en défense de toute la NBA. Et surtout qu'il était à 2-15 à 3 points la série. Hier, on en met 5, je crois. Ouais. 5-9. Ça changera tout. Il met pas, c'est pas des tirs retour de passe ouverts. Parce que Kemba, il fera Kemba. Les deux autres, Brown et Tatum, ils feront ce qu'ils ont à faire. Mais si tu as lui en plus qui s'y met, que ça, c'est énorme. Parce que défensivement, il va faire son grabuge. Et en plus, s'il met plus de points que son opposant direct qui doit limiter en défense, ils vont être durs à arrêter. Bon. On est quand même. Vas-y, pardon, Steph. Mais Enes Kanter n'a pas joué, il est blessé ou c'est coach decision? Aucune idée. J'ai cherché justement, j'ai pas vu. Il a fait jouer Robert Williams, The Third. Il y a Pierre-Man, Vincent Poirier qui a joué 2 minutes, mais Enes Kanter qui joue pas. Alors, je sais pas si. Ouais, tout. J'ai pas eu l'info. On peut quand même imaginer que Toronto est passé à côté de son match aussi, et que sur un match 2, on va revoir quand même. On va pas tirer d'enseignement sur un seul match. Toronto est passé au travers. Boston a fait son match, mais il y a des soucis que va poser les Celtics. Tellement fort. La seule intégration que tu peux avoir, c'est là que tu vois si Kawhi a vraiment encore. Parce qu'on dit, ouais, ils sont aussi forts sans Kawhi, nanana. Oui, parce qu'on regarde faire un match comme ça, peut-être que si tu as une superstar top 5, peut-être que tu prends pas un éclat. Moi, ça va être archi intéressant de voir cette réaction des Raptors, et je suis persuadé que ces Raptors-là vont avoir une réaction. Est-ce que ça suffira pour battre des Celtics en confiance? À voir. En tout cas, j'ai hâte de voir ce match 2. Ça sera mardi soir aussi. Décidément, mardi soir, faudra faire une nuit blanche devant sa télé. Il y a un sacré programme entre le match 7 du Jazz Nuggets et le match 2 Raptors. Celtics, vous voulez rajouter un truc sur les Celtics? Non. Petit prono sur le match 2, comme ça, rapidos. Victoire des Raptors. Réaction des Raptors. Victoire des Celtics. Victoire des Celtics, donc ils gagneraient 2 fois à Toronto. Ouais. Incroyable. Fucking avantage du terrain. Est-ce que vous avez vu cette vidéo incroyable quand Orlando s'est fait éliminer et que le mec il a dit Orlando quand il rentre chez eux après la bulle? Et t'as un mec qui prend, c'est un dessin animé, il prend sa voiture, il traverse une route, boum, il se gare. Ça, c'est clair. Oh, ça m'a fait beaucoup rire. Hier soir, il y avait un 3e match sur une série qui a fait beaucoup parler, forcément, parce que dès qu'il y a Luka Doncic sur le terrain, ça fait beaucoup parler. Les Mavs se sont inclinés. Une 4e défaite synonyme d'élimination. Victoire 111-97. On a vu quand même les Clippers maîtriser la rencontre, notamment sur, sur la deuxième mi-temps, avec un retour des vestiaires assez tonitruant. Un mot déjà sur les Mavs, sur leur saison complète. Ils se font éliminer
sur un premier tour de play-off, c'est une équipe qu'on imaginait à la lutte pour les play-offs. Ils sont qualifiés finalement assez facilement. Ils ont fait un premier tour, je trouve, malgré les blessures, assez intéressant. Sur leur saison, c'est un chouïa surpris quand même. Je pense pas qu'on s'attendait, eux, aussi fort, aussi haut. Parce qu'ils terminent 7e, mais on dirait qu'ils terminent top 4. Quoi. Dans l'impression ils ont été 4, 5, ils sont frôlés. Ils ont eu une grosse saison. Quand même. Après, il y a eu des blessures. Je crois que Lucas a quelques problèmes de blessures, et KP aussi. Mais en général, ils font quand même une énorme saison. Quand même. Et là, leur premier play-off pour les deux, parce que même si KP se blesse, il fait une énorme bubble quand même. Hein. Je crois qu'il a 30 points de moyenne sur les 8 matchs. Et les 2 premiers matchs qu'il fait, il cartonne aussi. Donc, c'est beau, quoi. C'est positif. Ouais, c'est positif. Parce que hier, quand je te dis, ils font kiffer les matchs, tu me tombes dessus gratuit. Ils font un retour de vestiaire Kata, ils m'ont foutu la haine. Retour de vestiaire catastrophique. Pas besoin de Patrick Colleter, quoi. C'est par derrière Kata, quoi. C'est annonciateur d'un futur radieux, à voir ce qu'ils vont faire autour de Luka Doncic. Maintenant, moi, je vais être très honnête avec vous, cette série, elle me laisse des regrets. Elle me laisse des regrets parce que j'ai l'impression qu'il y avait peut-être mieux à faire pour les Mavs. Alors, les 6, mais c'est de la science-fiction. Si Porzingis n'est pas expulsé sur le match 1, si Porzingis ne joue pas avec une fissure du ménisque, et ça aussi, c'est pour le futur, il va falloir se poser des questions parce que ton deuxième meilleur joueur, c'est Porzingis, qui peut être un très grand, mais à un moment donné, il faut que ton deuxième meilleur joueur il soit sur le terrain. S'il est souvent blessé, on sait que Kristaps Porzingis, que ce soit à New York ou que ce soit depuis son arrivée à Dallas, il a tendance à louper beaucoup de matchs, donc il y a aussi une interrogation là-dessus. On rappelle que Dallas, c'est Dwight Powell absent, c'est Will Cauley-Stein absent, et que si Zubac hier, et même sur la série, il fait quand même du grabuge dans la raquette, avec ces deux gaillards-là, ça aurait pu être différent. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu de regret. Maintenant, vous tombez contre une équipe qui est censée faire partie des prétendants au titre NBA, c'est très bien. Et quand je vois Luka Doncic triste parce qu'il sait qu'il a perdu, ça m'envoie des signaux positifs. Je veux dire que ce garçon-là, il a un peu la haine. T'as un souvenir de Luka Doncic triste après une défaite? Non, parce qu'il n'a jamais perdu. Donc, il a surtout gagné. Chez l'Euroleague, il a gagné. L'Euro, il a gagné. La Liga, il a gagné. Les derniers ne fait pas les playoffs, donc c'était pas pareil. On n'avait pas vu. Pardon, Nico, est-ce que les regrets d'aujourd'hui ne sont pas les premières pierres de l'histoire de demain? Pour ça que je t'ai coupé, parce qu'il fallait bien que tu sortes. Pivot. Non, mais oui. On sait que les équipes, regarde, les Warriors, avant de gagner, ils perdent contre les Spurs, ils perdent contre les Clippers, et ils ont la haine, et ils se construisent là-dessus. Et je crois que les Mavs sont entrés dans cette sphère-là. Ils sont à 1 ou 2 moves, un gros joueur et un move à côté d'être une top team. D'être top 4 installé à l'Est pendant 10 ans, à l'Ouest pendant 10 ans. Maintenant, après cette saison, les attentes sont différentes la saison prochaine. Là, c'était un peu, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire les matchs, ils finissent 7e, ils gagnent 2 matchs. Oh putain, c'est cool, gros. C'est pas pareil l'année prochaine maintenant. Maintenant que vous avez fait ça, les attentes, les yeux vont être rivés sur eux. Est-ce que Luka Doncic va être capable encore de step up? Alors, si step up, attention à ce que tu dis. Si Luka Doncic step up, il va finir à 40 points, 12 rebonds, 12 passes de moyenne, parce que step up avec les chiffres, c'est compliqué d'aller plus haut. Tu sais, c'est bizarre de dire ça, mais c'est même pas impossible. Qu'il aille encore plus haut au niveau des chiffres. Je te dis ça, tu dis ouais. C'est quoi les plus hauts? Parce que hier, il est quand même incroyable. Hein. Dans 5 ans, il n'a que 26. Hein. Il rentre dans son prime à ce moment-là. Il en sera où dans 5 ans? Je sais pas. Mais tu vois, hier, Steph, moi, il y a un truc, je suis dans ma télé, Porzingis est blessé. Ils prennent une rafale en sortie de revient un petit peu. Ouais, non, mais ils prennent une rafale en sortie. Il y a 20 points d'écart, je me dis, allez. C'est rideau. Tu vois, gros, quoi qu'il arrive, bravo à toi, t'as été énorme. Mais lui, il remet la tête. Et lui, ça aurait été presque humain de se dire ça, on aurait dit quand même bravo. Non, il va jouer Paul George, il va mettre des trucs, il met des filoches, il va mettre des N1. Il redonne confiance à Tim Hardaway qui est à 0,8, il met 2-3 points. Il ne lâche jamais. Et en ça, tu te dis, waouh, vraiment, je sais pas ce que le réserve il a la haine de la défaite. Ouais, ça c'est l'ADN des grands, ça, de ne pas supporter de perdre. J'aurais bien voulu que Boban le laisse aller au bourre-pif face à notre ami Maurice. Parce que on va en parler de ça après avec les Clippers. Non, mais c'est bien qu'il soit. Imagine, il se fait expulser. Parce que s'il vient, qu'il répond au coup, il se fait expulser et on n'a pas ce match-là. Comment même? On lui donne une technique, il expulse pas. Ça dépend ce qu'il lui fait. Hein. À un moment donné, mec, tu viens de faire marcher sur la cheville. Montrezl, il dit que t'es un white machin. L'autre, il te marche sur la cheville. Là, il vient, il te décapite la tête. Bon, à un moment donné, t'arrives. Plac! Est-ce que Avoiné, terminé. Merci, vous avez gagné 4-2. Bravo à vous. Je t'ai mis une praline. Il y avait une Doncic Rules. Alors, en tout cas, c'est une Doncic Rules, elle n'est que. Alors, c'est une bonne question. Moi, je vais dire que. Mec, ils sont partis en mission sur lui, gros. Mais non, alors non! Quoi? Ils étaient en mission. Alors, arrête tes conneries, moi, ce que j'appelle. Alors, je m'explique. Ce qui est sûr, c'est qu'ils se sont dit, on veut lui casser la gueule, on veut lui faire mal.
Mais alors, ça va partir en mission, mais ça. s'ils sont pris complètement à l'envers, c'est-à-dire que le coup que met Maurice hier, mais c'est un truc d'abruti. Si tu veux jouer dur sur un mec, mets-lui un mec tout terrain. Encore une fois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec Murray Mitchell. Casse-lui les couilles sur les montées de balles, touche-le un peu sur les écrans. Tu peux durcir. Là, c'est ridicule ce qu'il fait. Il arrive sur une contre-attaque, il lui met un coup de machette dehors. C'est ça Après, parce ils ont été missionnés. Dans les matchs réguliers, il fait pas des gros matchs contre les Clippers, Doncic. Parce qu'ils sont comme ça. Il l'agresse, il lui rentre dans la tête. Normalement, si tu mets. T'es mal l'image, non. Normalement, tu mets 2 ans pour te mettre lui. Voyou. C'est 3 mois. 3 mois après, il a compris le truc. Et première set playoff, il leur met 36, 8, 9. C'est grandiose. Donc, ils ont été. Moi, je pense qu'il y avait. Voilà, ils se sont dit. Il faut le châtier. C'est blessé. Il manque tellement de joueurs que si on le détruit. Il avait une consigne, il fallait le châtier. Ils l'ont fait. Moi, ce que j'ose espérer que quand on dit un joueur rules, donc là, Doncic rules, il y a quand même une forme de stratégie. Jordan, certes, quand il allait au basket, au panier, on lui donnait pas de panier facile, on le sabrait et tout. Là, je suis désolé, là, c'est une agression pure et dure. Parce que Jordan, il n'y a pas eu d'agression pure et dure sur Jojo. D'une autre époque, mais il y avait quand même, on l'orientait, on l'attendait. Là, ils orientent rien du tout. Il aura fait l'amour sur pick and roll. Mais ce serait pas bien joué d'envoyer Maurice, qui est un pion pas le plus important de l'équipe, en disant vas-y, mets-lui une praline. Je suis désolé, c'est pas grave, on a montré le Zahel, on a tout le monde derrière. Et ça a marché. Hier, quand Maurice fait expulser, je suis désolé, c'est une rotation importante du banc, c'est de la merde. C'est pas bien joué, c'est de la merde. On voit Joachim Noah, alors. À la limite, tu veux, parce qu'il veut pas s'en servir autrement. Mais au moins, là, c'est de la. Là, je trouve que. Moi, je suis d'accord avec Nico. Quoi. Ils ont en mission, il fallait il manquait tellement de gens, il manque de mais là, faut appeler un ancien mec du GIGN. Alors, c'est plus un basketteur qu'il faut faire. Non, mais ils ont voulu sortir. Ils se sont dit, c'est un petit Européen soft, première série de playoffs. Ils sont encore là, tu crois? Bien sûr que oui. Il leur met un buzzer dans la gueule. Ils ont pris des pilules du lendemain à chaque fin de match et ils sont encore là à se dire c'est un petit Européen. Bien sûr que oui. Je vais te poser la question quand Marcus Morris il vient faire. D'où Marcus Morris il vient faire une pression tout terrain pour essayer de deny la balle sur une remise en jeu. Il a pas fait exprès de marcher sur la cheville de Luka Doncic. Mais ça, on parle pas. Je te pose la question. Non mais moi, oui ou non? J'ose espérer en tout cas. Non, c'est oui ou non? Je sais pas. J'ose espérer que non, naïvement peut-être. T'as déjà vu Marcus Morris faire des full court pressure sur un meneur de jeu? Quand j'entends le Wolves, je te dis, je pense qu'il y a une forme stratégique. Après, j'exagère un peu, je compare pas au Jordan Rules non plus, mais bon, il y a eu, comme il était entre guillemets, pas dire tout seul parce que j'aime pas dire ça. Surtout que les autres étaient bons à côté. Enfin, tu enlèves Luka Doncic des maps sans Porzingis. Mais Porzingis, c'est vrai que c'est lui qui allait avoir toujours le ballon en main. À chaque action, il allait avoir le ballon, qu'il allait créer quelque chose. Donc bien sûr qu'il y avait un énorme focus sur lui. Parce que hier, il fait 39-8-8, il prend 28 tirs. Ouais. Donc il va avoir le ballon. Mais justement, moi je trouve que Paul George, Kawhi Leonard, s'ils ne sont pas collés sur lui, vous me parlez de Jordan Rules, j'entends, mais le buzzer beater qu'il met avec le step back, c'est Reggie Jackson qui est sur lui. Moi, j'ai pas vu les meilleurs défenseurs de cette équipe que sont Kawhi Leonard et Paul George. Kawhi, on l'a vu, avant qu'il mette le buzzer incroyable. Kawhi Leonard, avant le temps réglementaire, il s'est mis. Mais pas assez à mon goût. Pas assez à mon goût. Après, est-ce que c'était cadeau d'envoyer Paul George, qui est déjà dans un trou abyssal en termes de confiance, envoyer défensivement sur Lucas? Hier, il a graillé mon garçon encore. Justement, c'est là où je t'ai dit hier soir, je parlais ça par message, c'est que Kawhi est tellement au-dessus. Parce qu'on n'en parle pas assez de lui. Quoi. Non, mais Kawhi, il fait un match. Une série malade. Il est tellement au-dessus. Doc Rivers est tellement persuadé de ce qu'ils font, ce qu'ils ont gagné quand même 4-2. Hein. Oui. Non, et après, match hier, ils gagnent de 15, ils étaient en contrôle. Les 2 derniers matchs, ils sont en contrôle à chaque fois. Donc, ils savent tellement ce qu'ils font. Ils ont tellement une vision large et lointaine qu'en fait, ils ne vont pas cramer Paul George et Kawhi sur Luka. Ok, il fait ça. Paul George, c'est vrai que s'il est collé, t'as raison. Mais s'il est collé, il a graillé. Hein. Mais hier, il fait 49-9 et il perd de 15 quand même, tu vois. Donc, 38. Je pense. Ça se trouve, il était triste qu'il n'avait pas fait le triple double. Il peut en faire 40. Mais je pense qu'on verra Kawhi et Paul George contre LeBron. Là, tu as James Harden. Prochaine série, c'est Harden-Westbrook. Tu en as 2 à te choper. Donc, ça va être Kawhi et Paul George sur Harden et Westbrook? En fin de match. Pas de Beverly? En fin de match. Non, mais ça sera en finale. Ah non, je suis condamné. Non, Non, mais je pense qu'à long terme, je pense que les deux, ils sont vraiment focalisés. Ils savent ce qu'ils ont à faire sur la confrontation. Ils savent qu'ils ont à faire sur le deuxième tour. Ils sont vraiment focus sur une seule chose. Là, en fait, là, c'est business et ça commence vraiment. Alors, finale de conférence. Moi, je pense que leur vision est vue. Ils sont tellement, entre guillemets, confiants. Je ne vais pas dire arrogants. Confiants. Un peu.
C'est de la grosse confiance. Moi, je vois des arrogants. La marge est fine entre la confiance et moi, l'arrogance. Ils sont au maximum de la confiance. Ils sont persuadés qu'ils vont terminer en conférence contre LeBron. J'étais le premier à dire que je les voyais loin, que je voyais pas une autre équipe en NBA qui pouvait lutter sur la profondeur de banc, sur ce 5 défensif qu'il peut y avoir, sur les stars qu'ils avaient. J'étais archi confiant. Moi, en sortie de ce premier tour, je vois des attitudes, je me dis, c'est pas des attitudes de mecs qui peuvent être champions de NBA, à part Kawhi, qui fait du Kawhi, qui bronche pas, qui joue au basket. C'est une équipe, et c'est ce que je te dis. Et Steph, j'ai envie d'avoir ton avis là-dessus. Je trouve que c'est une équipe qui est beaucoup trop dans l'émotion. Ils peuvent être agaçants. Hier, je vois Maurice. Pour moi, tu me parles de trucs prévus. Pour moi, il est dans l'émotion. C'est ridicule ce qu'il fait. Quand je vois Michael Kidd-Gilchrist sur le match 5, qui prend un tir à 3 points, ils sont sur le banc, se foutent de sa gueule. Ils sont dans l'émotion. Tu vois, ils sont pas assez pour moi focus. Contrairement à ce que tu dis, Nico, tu me dis qu'ils sont focus sur les finales de conf, mais si tu es vraiment focus sur un objectif comme celui-là, tiens-toi un peu mieux. Je trouve qu'ils ont des attitudes qui ne collent pas avec un futur champion. Ouais, je vois les Raptors l'année dernière. Oui, mais c'est pas les mêmes caractères, Erwan. Là, t'as un zozo qui est Patrick Beverley. Dis-moi quelle équipe font les zozos comme ça et qui a fini champion. D'accord. Alors, les Golden State Warriors, quand ils tapaient des pas de danse comme ça à chaque fois sur un panier à 3 points sur le banc de touche et qu'ils font des danses comme ça. Ils l'ont fait pas de fois. Taper des Jimmy Shake et compagnie sur le banc de touche. Tout le monde fait ça. Patrick Beverley, il a un wawa comme ça. Et mine de rien, si la série elle est compliquée, c'est aussi parce que Patrick Beverley joue pas. On parlait de défenseurs là-haut. Patrick Beverley aurait pu changer. Il va falloir qu'il revienne rapidement. Ils font ça, ils font du bruit, mais Kawhi, tu l'entends pas. Non, Paul George, tu l'entends pas. Lou Williams, tu l'entends pas. T'entends qui? T'entends Marcus Morris qui ouvre sa bouche et Patrick Beverley qui a un grand wawa. On peut avoir une autre lecture. Moi, depuis le début de la bulle, il y a l'affaire Lou Williams qui se retrouve à aller acheter de la graine dans des on s'en fout. On s'en fout. C'est pas basket, ça. Non, mais si tu veux, mais ça fait partie du groupe. Tu sais ce que c'est. Moi, je suis désolé, c'est pas basket. Quand un mec, t'as entraînement à 10h, il arrive, il rentre à 9h de soirée, il pue la tisse, c'est pas basket, mais c'est relou dans un groupe. Personnellement, j'en ai rien à foutre. Non, mais je te parle pas pour toi, je te parle Après, s'il m'a ramené 2-3 chicken wings, ça me dérange pas. Je fais juste je fais un constat très pragmatique. Depuis le début de la bulle, il y a quand même, on parle beaucoup des Clippers pour des raisons hors basket, t'as raison. Il y a les déclarations de Paul George, tu dis, il a quand même fait des déclarations assez curieuses en conférence de presse, avec Playoff P, tout ça. Bref, c'est assez. Je trouve que il dégage pas une sérénité alors que je pensais l'inverse. C'est tout. Alors peut-être qu'effectivement, ils sont comme ça, les caractères, effectivement, les Montrezl Harrell, les Paul George, les Williams, sont des mecs, les Pat Beverley notamment, sont des mecs un peu comme ça et que ça va marcher. Mais c'est vrai que moi, tu parles des Warriors, mais je trouvais que les Warriors, il y avait plus de maîtrise. Ton joueur préféré, il a pas un grand wawa comme Patrick Beverley. Il y en avait un dans cette équipe. Mais depuis 2 matchs, ils sont costauds quand même. Depuis que Paul George a dit ok, c'est bon, j'arrête mes conneries, je repasse un Paul George et pas un Playoff P. Il a fait 6-19. Ouais, mais il les prend ces tirs. À un moment, il fait un passage, gros, il fait 2 drives, il fait des extra passes. On en met 35, mais je trouve que depuis 2 matchs, tu les retrouves. Toi, tu retrouves le truc, Beverley va revenir, tu les retrouves là. Prochaine série, que ce soit Murray ou Mitchell, t'as Beverley qui revient. Puis mec, ils ont un joueur hors norme. Kawhi, tous ces jumpers, ces mid-range, la l'état d'honneur, c'était Joe Joe. Il prenait comme ça, appuyé face les face-up. À un moment, quand les Mavs y reviennent, là, il prend 2 fois le ballon à 45, à 6 mètres, face-up face au cercle, comme ça. Un petit mid-range, filoche. Je fais un dunk et 3 de suite, mid-range. Il prend Saturi comme ça, il met une petite antenne comme ça de Saturi, personne ne vient aider, il met un Tomar. De manière générale, on peut dire que notre ami fait une série solide, Kawhi. Avec des pourcentages, pour la plupart, il y a un petit 10-22 sur le match 4, mais bon, on va pas lui en vouloir. Mais 32, et puis derrière, voilà, c'est chaque fois plus de 50%. On n'en parle pas, mais. C'est fou, quoi. De toute façon, on en parlera. No emotion, Kawhi. Et tu regardes c'est les 5 meilleurs joueurs de la NBA. On fait le taf en premier tour, hein. Tous. Entre LeBron, Giannis, Luka, Kawhi et Harden. Harden, peut-être ça dépend des matchs, mais en général, au moins le top 3, top 4, rien à dire. Ils font tous le taf. Bravo, Kawhi. Bravo, messieurs. Ce soir, il y a OKC sur le match 6. Ouais, OKC qui a pris une énorme pilule sur les gars. Maintenant que Westbrook est revenu. Ils prennent une fessée. Ils prennent une énorme fessée. Alors, avec un petit Westbrook, alors sur le retour, il fait pas des. Mais Covington, gros, c'est pas le même joueur. Il change le jeu, Westbrook. Parce que comme tout le monde est large, c'est le seul qui attaque. Et ça change tout pour eux. Avec Dennis Schroeder qui a pris $25,000 d'amende pour un hit burn. C'est pas la première fois en plus. Il est un peu coutumier du fait quand il prend les écrans. Il y a certains, ça existe, des team meneurs de jeu qui prend les écrans comme ça, ils te mettent un petit crochet dans les Chicago Bulls. On en a mis des coups pas très cathos au basket, mais moi mettre des coups dans les burns, j'ai jamais fait. C'est quand même un truc. Nico en a fait un. Nico en a fait un. Mais j'allais pas te lancer là-dessus, j'allais lancer à toi.
Ouais, les burnes, c'est quand même, tu vois. J'ai toujours ça très chelou. Alors, il y a des mecs, j'ai des coéquipiers qui me disent au rebond, des fois, je mets des olives. Je dis, mais je l'ai regardé, j'ai dit, gros, mais t'es sérieux? On veut pas les noms. On veut pas les noms. Qui fait ça? Mais c'est vrai que prendre un écran et envoyer. Non, c'est cata. Ouais, c'est cata. Après que tu mettes un petit coup là, sur le. En cadet, Mike Pietrus mettait des coups de coude dans les côtes. Ça fait mal, ça. Ouais, ça fait mal. Mais c'est toujours mieux de prendre une demi-volée dans les burnes. Frère, c'est pas faux. C'est cata de faire ça. Et puis PJ Tucker qui a pris 25 000 aussi. Mais ok, si, mais par rapport à la saison régulière, je suis un peu déçu de ce qu'il propose. Moi aussi. Comme quoi, tu vois, tout le monde n'est pas revenu dans la bulle. C'est qui passe au travers pour OKC? La Galinette. Ouais, la Galinette. Pourtant, il fait premier match énorme. Après, gros, 2-0-8, c'est compliqué pour lui. Il joue 5. Le coach a essayé de s'adapter. Il finit avec 5 parce que Steven Adams, le grand. C'est pour ça que les Rockets, on a beau dire le deuxième tour, il va être intéressant. On a beau dire ce qu'on veut, les Rockets, c'est chiant à jouer. Tu vois, un mec comme Galinette, ils l'ont usé juste sur le rythme. Bébert Covington, c'est un athlète. Ça, là, je t'ai dit, le match des Lakers, là, ils ont été énormes contre les Blazers parce que AD et LeBron sont énormes. Mais il faut qu'ils le soient. À chaque série. Les gars, il y a un autre match ce soir et je pense que jeudi, dans le First des Shows, on va se faire un gros. Je peux revenir en arrière sur OKC Houston. Il y a le pauvre rookie qui a fait 0,9 à 3 points. D'ailleurs, c'est le record pour un rookie de tir à 3 points manqués. Vous avez vu Charles Barkley, ce qu'il a dit? Il m'a tué. Comment il s'appelle? C'est quoi son prénom à Dort? Dort, ouais. Lou Dort. Lou Gertz. Lou Gertz Dort, il dit Lou Gertz Dort. À un moment donné, tu t'es pas rendu compte pourquoi tu étais toujours tout seul, mon grand? Pourquoi il te laissait... Arrête de tirer. Si t'es toujours tout seul, c'est qu'il y a un problème. On aime bien, on aime beaucoup Dort. Après 0,9, frérot, c'est vrai qu'à un moment donné. Ça arrive. Donc on va sûrement faire un gros débat autour de ça, de cette série et du hit jeudi, je pense. Oui, je vous le dis, les gars, en régie. Vous pouvez déjà vous préparer. Ce soir, premier match entre les Bucks et le Heat. Je vois la victoire du Heat. Je pense que Bam Adebayo peut être très relou sur Giannis Antetokounmpo. Non? Milwaukee. Même si c'est très chiant à jouer pour Milwaukee. Mais ouais, je pense que Middleton est revenu. Tu penses que Jimmy Butler va pas éteindre Middleton? Apparemment, Bledsoe est out, par contre. Mais il y a George Hill. Georgie qui fait caca pendant l'hymne. Ouais. Qu'est-ce qu'il va attack shit? Hey, il m'a tué. You want me to be honest? Every time I take a shit, man. Messieurs, c'était un plaisir avec vous. Vous m'avez régalé. C'est le temps pour moi de I take a shit too because after 15 minutes for the show, I got to take a shit. Allez, merci l'équipe, merci à vous. À bientôt. On se retrouve jeudi pour le First des Shows. Merci les gars, vous avez été parfaits. Ciao l'équipe. Merci Henri, Polo et Tom. Je vous aime. Bisous.